Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde sur le thème de relever le défi climatique grâce au numérique. Donc, je suis François Sterrin et aujourd'hui je suis entouré par 4 intervenants, un panel très, très riche et je suis ravi de pouvoir les accueillir. À commencer à ma gauche et je laisserai se présenter ensuite un petit peu plus en détail par Jacques Sainte-Marie qui est Senior Scientist et Deputy Director à l'INRIA, Ruben Alali qui est CEO et co-founder de HD Rain, Pierre Déron, directeur délégué de Cleantech Open France, et Ludovic Briand, qui est CEO de Athena. Donc, avant de les laisser se présenter un petit peu plus en détail, chez OVH Cloud, mon rôle, c'est de s'occuper des data centers et de l'industrie, de l'assemblage des serveurs. Donc, comme je dis souvent, je suis responsable de 95% des émissions carbone de l'entreprise. Je suis un peu le vilain, mais je suis aussi responsable de la feuille de route environnementale d'OVH Cloud, donc j'essaie de trouver les solutions. Et c'est un peu le thème de cette table ronde. Aujourd'hui, c'est le numérique, c'est majoritairement une solution face aux défis climatiques. Donc on va échanger avec nos 4 intervenants ici autour de ce sujet-là. Donc je vais leur laisser la parole pour se présenter rapidement, et puis ensuite on va aller un peu plus en détail dans cette histoire de défis climatiques. Jacques. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup François pour l'invitation. Effectivement, donc Jacques Sainte-Marie, je suis chercheur, mathématicien à l'INRIA. L'INRIA, c'est un centre de recherche, un institut spécialisé en sciences du numérique. Et je suis aussi donc directeur scientifique adjoint de cet institut. Alors effectivement, donc la transition écologique et la transition numérique, c'est un défi, c'est une équation compliquée. Et c'est ce qu'on essaye de faire chez nous à l'INRIA. Alors ça se décline de plusieurs façons, cet aspect de relever le défi de la transition écologique. D'abord d'un point de vue d'optimisation des services numériques. Il y a un développement très très important des réseaux, des data centers. Donc il y a un vrai gros problème d'optimisation. Il y a aussi de grosses questions en termes de modélisation et de simulation numérique. Quels sont les impacts des activités anthropiques sur le climat? Il y a aussi un autre aspect qui est typiquement l'énergie, les sources d'énergie, et disons aider à la création, à la formulation, à l'obtention de nouvelles formes d'énergie beaucoup moins polluantes, avec des impacts carbone beaucoup plus bas. Et un de mes collègues tout à l'heure vous donnera des informations très très spécifiques sur ce sujet. Et je voudrais donner aussi un quatrième point qui est la notion de formation et d'enseignement. Donc le numérique et ses impacts, c'est quelque chose qui est indirect, qui semble parfois lointain. Et donc tant pour les jeunes en formation initiale que pour les personnes un petit peu plus âgées, il y a vraiment un gros besoin de matérialiser, d'expliquer, de former et de sensibiliser aux impacts environnementaux du numérique. Merci Jacques, et on reviendra un petit peu sur la partie défi juste après. Ruben, donc HD Rain, vous pouvez nous présenter un petit peu ce que fait HD Rain? Merci pour cette invitation. Alors HD Rain, on fait de la mesure et de la prévision météo à très haute définition. Donc on a cofondé ça, on est 3 cofondateurs, l'entreprise a 3 ans. On s'est spécialisé dans cette partie mesure. Il faut savoir que quand on parle de questions climatiques, il y a une différence entre météo et climat, on le sait, mais les changements climatiques provoquent des perturbations aussi qui vont affecter la météo quotidienne. Ces changements climatiques vont provoquer une augmentation en fréquence ou en intensité d'un certain nombre de phénomènes météorologiques. Et c'est vrai que quand on pense aux défis qu'on a à relever, il y a aussi ce défi d'être en capacité, avant de modéliser, d'observer ce qui est en train de se passer. Nous, chez HD Rain, ce qu'on essaye de faire, c'est des réseaux d'observation low-tech en mettant des capteurs derrière des infrastructures existantes. On va en parler, je pense, un petit peu plus en détail. Et donc actuellement, dans l'équipe, on est 8 personnes. On a déployé maintenant, on en est au-dessus de 200 capteurs qui sont déployés. Et on augmente progressivement la couverture sur des zones très à risque, comme l'arc méditerranéen, ou dans les pays développés qui ont très très peu de moyens de mesure. D'accord. Merci Ruben. Et j'en profite, c'est vraiment très intéressant d'avoir des acteurs aussi variés entre la puissance de feu en termes de recherche de l'INRIA et puis ensuite des startups qui vont être acteurs du changement. Et ces startups et ces changements, il est aussi un peu
cultivé par des associations comme Cleantech Open France. Donc là, je vais laisser Pierre se présenter et dire un peu ce qu'il fait pour justement passer à l'action. Merci François pour cette invitation. Je suis effectivement ravi d'être là. Donc nous sommes une association, le Cleantech Open France, mais plus que ça, nous sommes un écosystème qui contribue à la transition environnementale, énergétique et climatique par le développement des technologies propres, donc des clean tech. Et pour cela, nous appuyons les startups, les solutions à travers un écosystème qui est composé aujourd'hui, parce que nous faisons ça depuis 2010, de 500 startups, TPE, PME, alumni et 100 partenaires, 85 partenaires dans les régions qui nous remontent des projets que l'on sélectionne à travers un concours annuel, et puis 15 partenaires dont OVH Cloud, et on est extrêmement fiers de pouvoir avoir OVH Cloud comme partenaire, avec lesquels bien évidemment on travaille sur la notion de consommation numérique, dont on sait tous que ce sera une des principales consommations à l'avenir. Absolument. Donc en parlant de start-up, Ludovic, dites-nous un petit peu ce que fait Athena. C'est vraiment impressionnant et intéressant. Donc merci d'abord pour votre invitation. Effectivement, donc chez Athena Recherche et Innovation, on développe un procédé de production d'hydrogène par voie biologique. Pour ça, en fait, on utilise des bactéries qu'on va faire grandir et se développer dans des eaux usées, dans des déchets qui sont issus de l'industrie agroalimentaire. On parle de déchets, mais en fait, c'est une formidable source d'énergie pour le monde du vivant. Dans ces eaux, on trouve des matières organiques, des sucres, des lipides, des protéines. On trouve des minéraux. Et donc, il fallait juste aller chercher, entre guillemets, la bonne bactérie qui, elle, considère que l'hydrogène est un déchet. Et donc, elle nous le rejette gentiment. Et de telle sorte que, finalement, entre les économies d'énergie qu'on fait sur le traitement des eaux usées traditionnelles et ce qu'on va faire, à chaque fois qu'on va produire 1 kg d'hydrogène, on a fait une ACV récemment qui nous a confirmé qu'on allait pouvoir éviter ou stocker 56 kg équivalent CO2 à chaque fois qu'on va produire 1 kg d'hydrogène. Donc voilà. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est un vrai exemple que ce défi climatique, quand on parle du numérique et de défi climatique, je parle un petit peu pour ma paroisse 2 minutes. Souvent, on a tendance à dire c'est les data centers, c'est juste vraiment la partie serveur, machine. Et en fait, aujourd'hui, ce panel montre bien que le problème et on va dire les solutions, c'est un écosystème, c'est vraiment plein d'acteurs, dont notamment la production d'hydrogène via des déchets. Mais alors, pourquoi il y a du numérique là-dedans en fait? Enfin, c'est bizarre, non? Ça peut paraître surprenant, mais en fait, nous, on va avoir besoin derrière, c'est pas le tout d'être au laboratoire et de faire pousser des bactéries dans des fioles. Là, effectivement, on n'a pas besoin d'électricité, on n'a besoin de rien. Elle fait tout toute seule. Mais en fait, si demain on veut vraiment que ça change les choses, il faut construire des usines. Ces usines, elles vont être équipées de pompes, elles vont être équipées de vannes. Il va falloir les piloter. Certaines installations vont être ce qu'on appelle en remote, c'est-à-dire elles vont être loin et elles vont être pilotées à distance. Donc là aussi, on va avoir besoin du numérique pour pouvoir piloter ça. On a aussi besoin de faire de la simulation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des bactéries. Ces bactéries, il faut qu'on soit capable de suivre leur croissance. Il faut qu'on soit capable de comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui, elles fonctionnent bien et hier, le process fonctionne bien et hier, ça fonctionnait moins bien. Ou demain, ça marchera encore mieux. Et tout ça, ça va passer à un moment ou à un autre par de la simulation. Donc, on va avoir besoin de créer de la data. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est à force de faire des expériences, on acquiert de l'information de plus en plus. Et demain, il va falloir aller la traiter. Il va falloir aussi, on va aller faire ce qu'on appelle de la génomique. Donc, on va aller voir un peu dans le génome comment ça se passe. Il va falloir faire là aussi appel à de la bioinformatique. Quand on va monter une usine, on va avoir des outils aujourd'hui qui vont être de 1 litre à 1 mètre cube. Quand on va vouloir aller construire un fermenteur de 100, 30, 50, 100 mètres cubes, on ne va pas y aller juste en faisant des règles de 3. Il va falloir là aussi aller s'assurer que le fluide se comporte comme on le veut, que tout ça, ça fonctionne correctement. Donc, à l'heure actuelle, vous commencez. Le dataset, il est encore qu'on peut manager, mais ça va grossir et donc vous sentez que ça va être un gros enjeu pour vous au niveau numérique. Et en fait, là, je me tourne aussi vers Ruben parce que
J'ai l'impression que c'est une problématique que vous partagez aussi. Alors moi, j'étais très intéressé par le fait que votre application métier, elle utilise finalement des capteurs qui sont relativement ce qu'on appelle low-tech. Donc finalement, le système que vous déployez est d'un point de vue environnemental peu impactant, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de système smart, mais des fois le système en lui-même, il prend beaucoup il a un impact environnemental important. Donc vous, c'est pas le cas. Par contre, derrière, potentiellement, il y a aussi de la simulation, du dataset, etc. Voilà, je vais donner quelques détails qui peuvent être intéressants. On est avec des capteurs qui viennent utiliser des ondes qui sont déjà dans l'atmosphère. Donc on utilise du satellite télé. Le satellite télé est lancé, il a un programme, une durée de vie de 15 ans. Il est en orbite géostationnaire et on est derrière des paraboles existantes. Donc c'est vrai que d'une certaine façon, on est sur quelque chose qui est assez low-tech. On ne va pas être comme un système météo type lancer un satellite météo ou construire un nouveau radar. En termes d'émissions carbone et de bilan carbone finalement sur la partie déploiement de réseau, on va être plus sobre que quelque chose d'existant, que les technologies existantes. Et effectivement, ensuite, toute la question va être sur la façon dont on regroupe les données et on les traite. Et ça va devenir un enjeu, puisqu'aujourd'hui, on parle de centaines de capteurs chez HD Rain, on va parler de milliers. J'espère demain, on parlera de dizaines de milliers. Ils vont générer des datasets qui sont très importants. Ensuite, on a du coup une équipe data chez nous qui vont utiliser des puissances dans le cloud pour venir traiter ces données et en tirer de l'information météo pertinente. Mais ça consomme. Ça va consommer les ressources à cet endroit-là. Et c'est une logique un peu globale, une approche globale qu'il faut avoir. C'est OK, on a une approche qui est moins émettrice de carbone, qui va répondre en plus à un des enjeux de la bataille du défi climatique. Ça va être de mieux observer les phénomènes météo et l'impact du changement climatique sur ces phénomènes météo. Mais si derrière, on a besoin d'énormément de puissance de calcul et du coup, on émet énormément de carbone, c'est un vrai enjeu. Alors, comment est-ce qu'on va le traiter ? Déjà, on a choisi un cloud. On a choisi un cloud qui est très axé sur le développement durable, qui a des taux d'émission de CO2 par kilowattheure qui sont bas du fait des implantations. Mais il y aura aussi une réflexion à avoir sur est-ce qu'on doit aller mettre du serveur un peu plus local ou est-ce qu'au contraire on fait ce transport de toutes ces données. Comment est-ce qu'on optimise ? Et on va s'appuyer sur les expertises, tant côté recherche que côté infrastructure. Merci Ruben, et on sera ravis de vous aider dans cette analyse. Et juste avant de passer la parole à Jacques, je voulais dire qu'en fait, nous, on bien sûr, on est parfois, certains nous disent les gros data centers, c'est les usines du 21e siècle avec les grosses cheminées noires, c'est les responsables de la pollution. En fait, ce qu'on voit, et ça a été prouvé par certaines data, notamment de l'Agence internationale de l'énergie, que ces gros data centers sont plus efficaces. Ils remplacent des petits data centers moins efficaces, plus distribués. Et donc ça permet d'optimiser la couche, on va dire, physique. Mais là où je veux aller maintenant avec Jacques sur la partie INRIA, c'est qu'on voit très bien qu'à un moment, quand même, la data continue d'exploser. Donc je donne des chiffres. Le trafic Internet a été multiplié par 12 depuis 2010. Les workloads dans les data centers ont été multipliés par 7 depuis 2010. La consommation des data centers, qui est un peu moins d'1% de l'électricité mondiale, est restée relativement stable. Mais on sent bien qu'à un moment, il va falloir aller plus haut dans les couches. Et c'est pour ça que nous, dès qu'on a commencé à discuter avec vous, l'INRIA, on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire pour aller chercher un potentiel de contrôle de cet impact du numérique, grâce notamment à la modélisation, à la force de frappe de l'INRIA. Alors à l'INRIA, et vous allez nous expliquer un petit peu plus en détail, le mot défi est très important. Donc c'est bien parce qu'il est dans le titre aussi de cette table ronde. Donc c'est quoi un défi et c'est quoi le défi climatique et c'est quoi le défi avec OVH Cloud ? Merci beaucoup pour cette perche tendue. Oui, alors je vais tout de suite rebondir. Je vais expliquer quel sens a le mot défi. Il y a sur les défis scientifiques, mais c'est un autre sens assez particulier à l'INRIA. Juste quelques mois avant, donc l'INRIA, c'est un institut de recherche. On a à peu près 200 équipes de recherche réparties sur à peu près tout le territoire national. Il y a à peu près 8 ou 9 grands centres INRIA. Et ces équipes, elles sont constituées de chercheurs, de chercheuses, d'enseignants-chercheurs, de doctorants, de post-doctorants et d'ingénieurs. Bien sûr, qui travaillent. Il y a des équipes qui travaillent sur des sujets peut-être un petit peu plus en amont, théoriques, qui auront une application un jour ou l'autre. Et puis, il y a des équipes qui sont directement en prise avec des sujets
disons, un petit peu plus appliqués, tels que ceux qu'on vient de décrire ici, la médecine par exemple, ou l'agriculture, ou la biologie, et bien sûr les services numériques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un défi à l'INRIA? Un défi à l'INRIA, chez nous, c'est souvent un grand projet structurant qui regroupe plusieurs équipes de l'Institut, plusieurs équipes de recherche, et on essaye souvent que ce défi soit centré autour d'un objectif final, un livrable, faire avancer quelque chose et mettre des gens de cultures différentes et complémentaires. Alors bien sûr, le diagnostic que tu as dressé, François, il est clair, il est édifiant, un petit peu effrayant sous certains aspects. Voilà. Et donc, clairement, pour les équipes qui, chez nous, travaillent sur les problèmes, disons, d'architecture, d'éco-conception des services numériques, voilà, l'éco-conception d'un service numérique, d'un cloud en phase d'usage, on ne peut pas le faire à l'INRIA. On n'a pas de cloud en phase d'usage. Bon, bien sûr, ici, chez OVH, c'est bien sûr votre fonds de commerce quelque part. Et donc, clairement, le couplage, il est complètement naturel de ce point de vue-là. Il y a une espèce d'expertise chez nous. Il y a des gens qui sont ravis d'avoir les informations dont vous disposez, les cas tests, de pouvoir tester des stratégies, quelles qu'en soient, allumer, éteindre, follow the sun, ou bien des stratégies de pricing. Et celles qui n'existent pas encore, qu'on trouvera ensemble. Exactement, donc c'est ça. Et puis je pense que de votre côté, il y a un intérêt aussi à pouvoir bénéficier de l'expertise des gens qui sont chez nous, qui peuvent proposer des solutions nouvelles, innovantes, parfois un petit peu iconoclastes. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que s'est construit le partenariat. Il est quasiment finalisé. Enfin, je pense que tu auras peut-être en dire quelques mots. Et vraiment, on est vraiment très très heureux, nous, d'avoir réussi à faire cette chose-là. Je pense qu'on fonde de grands espoirs. Et il faut quand même reconnaître que le défi ou les défis qu'on a devant nous sont vraiment très 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 importants. Donc on a une espèce d'obligation de moyens et d'obligation d'avancer, de proposer des choses innovantes. Absolument. Et c'est vrai qu'on a signé le partenariat très récemment. Et c'est un partenariat qui va durer plusieurs années. C'est sur le temps long. C'est un peu nouveau pour nous. On est une ancienne start-up aussi où, vous savez, les cycles dans les start-up, ça va très vite. Et puis, on a quand même vu qu'il fallait se projeter plus loin parce que les enjeux, ils ne sont pas que immédiats, ils sont tout le temps. C'est une aventure qui va durer longtemps, c'est que le début. Et justement, je vais donner un petit peu la parole à Pierre parce que dans cet univers, quelle est, on va dire, la place et l'objectif de Cleantech Open France pour accélérer tous ces... On voit bien que tout le monde, les acteurs, les startups, le monde académique, on a tous cet impératif. Comment vous pouvez nous aider tous à aller plus vite ensemble? Alors, clairement, pour nous, le défi climatique et environnemental est bien évidemment au cœur de nos objectifs. On vit tous aujourd'hui un moment particulier puisque nous avons enfin, je dirais, une urgence climatique qui est actée aujourd'hui, mais en même temps, ça nous oblige. Ça nous oblige à vraiment passer à une échelle extrêmement différente parce qu'on sait que pour atteindre les objectifs de carbone neutrality en 2050, c'est pas en continuant à faire comme on fait aujourd'hui qu'on y arrivera. Donc il faut vraiment faire les déchets à la maison qu'on va y arriver. Il faut faire un petit peu plus que ça. Il faut le faire, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut vraiment passer à une échelle. Et nous, en tant qu'écosystème, vraiment notre défi aujourd'hui est de pouvoir, après 10 ans, passer à construire un des écosystèmes cleantech un peu de référence en France, on pourrait dire, de pouvoir maintenant nous projeter au niveau européen et au niveau international. Et pour cela, on se rapproche de l'Europe, de l'EIC. On regarde ce qui se passe dans les projets d'Horizon Europe après Horizon 2020, de la Commission, parce qu'il faut absolument que nous, on croit beaucoup à le caractère extrêmement transversal et utilisable des solutions cleantech, greentech, et il faut vraiment qu'on construise et qu'on modélise l'écosystème cleantech européen pour que ces solutions-là puissent être au centre des solutions possibles et de manière à créer une accélération en termes d'impact environnemental très importante. Oui, et c'est capital, parce que sinon on est tous dans notre quotidien et s'il n'y a pas des associations comme vous qui nous mettez tous ensemble, faites les bonnes conférences, comme ici on est à Vivatech, et on l'a vu, c'est plus dur parfois pendant la période qu'on vient de vivre.
Donc le temps passe vite. On va déjà aborder quasiment le dernier tour de table et la dernière question. Forcément, on va parler d'avenir. Forcément, quand on parle d'avenir, on donne la parole d'abord aux startups. Comment vous voyez l'avenir et comment on peut vous aider? Quels sont les défis justement? En 2 mots. Ruben, tu veux peut-être commencer? Oui, on est clairement sur une dynamique, on le sent, on espère post et que c'est vraiment derrière nous Covid. Je l'ai senti aussi sur le salon Vivatech. J'ai vu beaucoup de choses sur de la green tech, sur de la clean tech et énormément de réflexions sur cette bataille climatique et cette réflexion de comment décarboner au maximum les sociétés. C'est impressionnant parce que c'était pas des thématiques qu'on voyait sur les éditions précédentes et je ne sais pas s'il y avait des tables rondes, mais en tout cas elles n'auraient pas eu cette orientation-là. Et c'est vrai que aujourd'hui c'est la journée Sustainability, voilà. Donc, à Vivatech. Donc il y a une journée même. Il y a une journée entière. Voilà. Et c'est vrai que ça soulève aussi les bonnes questions. C'est le numérique et les nouvelles technologies, quelles qu'elles soient, sur aborder un sujet climatique, aborder un sujet de rupture technologique ou d'amélioration de la qualité de vie, le numérique va servir à améliorer notre qualité de vie et il peut aussi être au service de la bataille contre les changements climatiques, mais en faisant attention à son impact, comme ce qui a été dit autour de la table. Donc moi je dirais l'avenir, et je suis plutôt optimiste sur ces points de vue-là. Je pense qu'on a pris une bonne direction. En revanche, le coup de barre est peut-être à mettre encore plus fort et un petit coup d'accélérateur en plus. Comme je dis, on commence à fond et on accélère. C'est ça le. Ludovic, peut-être un mot sur l'autre côté? Oui, en fait, pour compléter ce que vient de dire Ruben, effectivement, il y a besoin de décarboner notre économie d'une manière générale. Nous, on est convaincus que ça doit passer d'abord par la décarbonation de l'énergie. C'est 70%, voire plus, de nos émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, bien avant la déforestation et bien avant l'industrie d'une manière générale. Donc ça veut dire aussi commencer à réfléchir, à dire comment est-ce qu'on change nos usages. Ça parle de la sobriété, on en a parlé un peu tout à l'heure, sur l'éco-conception de nos équipements et ainsi de suite. Et voir finalement, alors on peut prendre cet exemple-là, mais peut-être demain de dire tiens, on a une usine agroalimentaire qui est pas très loin, on va construire le data center juste à côté, et entre les deux, on va mettre l'équipement qui va permettre ou de produire de l'hydrogène, mais pourquoi pas du biométhane aussi, qui va permettre de produire l'énergie de manière décarbonée pour alimenter un usage important qui va être le numérique. Et absolument, et c'est vrai, là, en tant que constructeur et opérateur de data center, on nous pose souvent la question comment on fait pour avoir 100% énergie décarbonée en 24/7, etc. Et comment on récupère de la chaleur, etc. Moi, je suis convaincu que aujourd'hui, le data center est un peu vu comme un élément isolé, mais de plus en plus, il devra s'intégrer dans un tissu industriel et, on va dire, économique, avec des usages différents. Et tu parlais de sobriété. Alors là, c'est une question que je voulais justement, qu'on s'est posé beaucoup quand on a eu les premières discussions avec l'INRIA. C'est l'innovation. Nous, c'est dans notre motto, Innovation for Freedom. C'est le motto d'OVH Cloud. Innovation, forcément, dans un institut de recherche, c'est important. Mais on nous dit souvent l'innovation ne sera pas suffisant. Il faut aussi c'est surtout la sobriété. Alors je ne sais pas s'il faut faire un choix entre l'innovation et la sobriété. Moi personnellement, je pense qu'il faut faire les deux. Je ne sais pas si au niveau INRIA, Jacques, vous avez une position là-dessus, mais le choix n'est pas facile. Oui, merci. Alors effectivement, oui, c'est une question vraiment très compliquée, mais merci d'avoir abordé ces mots de sobriété, d'études un petit peu systémiques. Je voudrais juste faire un tout petit point avant de répondre à ces questions-là sur la constante de temps, justement, parce qu'il faut aller très vite, mais d'un autre côté aussi, la recherche, c'est du temps long. Et je pense que c'est aussi une équation très compliquée. Il faut aller vite. La France a pris des engagements 2030, 2055. C'est bientôt, c'est bientôt. Mais d'un autre côté, la recherche, c'est du temps long. Former un chercheur, c'est beaucoup de temps. Il faut réussir à résoudre cette équation-là. Un autre point, effectivement, lié à cette notion de frugalité et de sobriété, je pense que, tout le monde est maintenant concerné un petit peu par ces aspects environnementaux.
La crise sanitaire y est pour beaucoup d'ailleurs. On s'est arrêté, on s'est posé, beaucoup de gens ont réfléchi, sont retournés vers voilà. Mais maintenant, il faut passer à l'implication. Je pense que c'est autre chose d'être concerné et d'être impliqué. C'est effectivement autre chose. Alors après, on ne peut pas décrire non plus le monde de façon... il ne s'agit pas d'un retour en arrière, je ne pense pas. Et c'est peut-être pour répondre à votre question. Moi, je pense que la solution... la notion de décroissance, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Parce que qu'est-ce qu'on va faire décroître ? L'espérance de vie, sans doute pas. Les bénéfices de certains, peut-être. Mais bon, pour moi, ça me dit. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que sans doute que la réponse, elle va être différenciée suivant les secteurs. Vous voyez, je pense que dans la santé, par exemple... Il me semble que ça va être compliqué de dire on pose les crayons et on s'arrête. Dans le domaine de l'agriculture, on en parlait tout à l'heure, on a une contrainte là. On peut se passer de jeux vidéo, on va difficilement se passer de production agricole. Et par contre, dans les loisirs, là, je pense que forcément, il y a peut-être des choses où il y a un peu plus de frugalité, de sobriété dans les comportements qui peuvent arrêter. Là, je pense que ça passe beaucoup aussi, comme on l'a déjà évoqué, par la formation, par la médiatisation, et puis par ce type d'événement pour essayer de donner une espèce de culture scientifique face à des enjeux qui sont parfois contradictoires. Les injonctions qu'on donne aux gens sont souvent contradictoires. Et donc, il faut quand même éclairer un petit peu le débat. C'est le rôle des scientifiques à l'INRIA. Et j'en profite pour rebondir sur... la première étape de notre partenariat, c'est d'abord la mesure. Et alors on est en 2021, et en 2021, la mesure de l'impact carbone, ça paraît simple, mais dans des environnements numériques complexes, c'est pas si évident. Même simplement dans des environnements virtualisés, on parle de public cloud, etc., de containers, etc. Aujourd'hui, c'est très difficile pour un client qui utilise ces infrastructures, dont les utilisateurs finaux et des startups et des entreprises, de connaître leur empreinte carbone. Ça paraît simple, mais c'est le premier, sous-défi qu'on a avec l'INRIA, c'est de bien quantifier l'impact carbone d'une application. Et ça, après, on peut aller faire les optimisations. Mais sans mesure, pas d'optimisation. Effectivement, je pense que les gens s'en rendent peut-être pas bien compte, mais l'impact, la facture électrique, tout le monde la connaît. Et je pense qu'OVH connaît sa facture électrique. Absolument. Et notre facture électrique, on la connaît. Normalement, l'impact environnemental, c'est pas celui-là. Typiquement, vous voyez, faudrait compter sur l'impact environnemental, celui de votre frigo, de votre machine à laver, de votre voiture et de votre pantalon. Et ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus compliqué. Suivant si vous regardez un film en Wi-Fi ou en filaire chez vous ou dans un avion, et si le centre qui l'héberge, il marche à l'énergie nucléaire, à l'énergie verte, ou bien si c'est un centre qui marche au charbon, c'est des choses qui sont très différentes. Et si vous voulez donner des informations aux gens qui leur permettent de faire des bons choix, il faut qu'elles soient ultra précises, il faut qu'elles soient vraiment très précises, qu'elles ne puissent pas être mises en défaut. Et honnêtement, c'est vrai que c'est un enjeu. On est en 2021, mais ça reste un enjeu de fournir des bonnes informations, des bonnes métriques pour que les gens puissent faire les bons choix, au niveau particulier et au niveau, bien sûr, industriel. Pierre, Oui, effectivement, c'est un élément qui est très important. On sait tous que la mesure du carbone footprint, elle peut être assez variable en fait selon les différents scopes que l'on prend. Ça commence à se faire. C'est un des sujets qu'on va travailler avec OVH Cloud et peut-être aussi avec SAP, qui est également un de nos partenaires pour travailler sur ces sujets-là. Et pour revenir sur les 10 ans à venir et l'enjeu et comment est-ce qu'on peut accélérer tout ça, moi, je veux rester d'abord optimiste. Je pense qu'aujourd'hui, comme tu le disais, une partie des solutions n'existe pas, mais je pense qu'on a autour de nous, avec ces très belles startups, des exemples d'innovation. Et les innovations vont nous amener, des innovations qui n'existent pas aujourd'hui, vont nous amener des capacités à pouvoir répondre et trouver des solutions. Et c'est vraiment ça, moi, sur lequel je pense il faut que l'on puisse s'appuyer. Et par rapport à la réduction, il faut qu'on réduise nos consommations. Il faut qu'on... si je prends l'exemple de l'économie circulaire, on trouve c'est du biomimétisme, on s'inspire toujours de la nature. Il faut réduire la consommation, il faut réutiliser, ce que fait magnifiquement OVH sur les serveurs, sur toute la partie infrastructure, sur lesquels déjà, je dirais, c'est derrière vous. Vous faites ça déjà depuis un moment. Et puis après, bien sûr, sur le Monsieur Jourdain recyclage. faisait de la prose, on faisait de l'économie circulaire depuis 10 ans sans le savoir. Exactement. Et pour être honnête, c'était plutôt un enjeu financier qu'un enjeu économique, écologique au départ, pour allonger la durée des équipements. Et on voit que c'est une problématique qui devient grand public parce que on allonge la durée de vie des smartphones, on allonge la durée de vie des choses. Et ce qui est très très intéressant pour nous, c'est que c'était dans notre ADN comme quelque chose qui en fait allie la partie économique et écologique vont de pair. Et ça, c'est un message très fort
Parce que si quelque part l'écologie, réduire l'empreinte environnementale est plus cher, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait un alignement économique, et ça on est très clair là-dessus, entre des intérêts écologiques et économiques doivent aller ensemble. Absolument. De toute manière, on l'a bien vu après la crise, où au début on a eu des postures décroissance ou croissance et environnement ou croissance, et bon, ces postures-là sont maintenant complètement démodées. Et moi je pense qu'on a au niveau des emplois dans les 10 ans qui viennent une opportunité extraordinaire d'avoir beaucoup d'emplois avec du sens pour pouvoir participer à ce défi de relever la transition environnementale. Et je pense que c'est vraiment pour les nouvelles générations vraiment une fenêtre météo extrêmement intéressante et passionnante qui s'ouvre, et il y en a eu peu depuis pas mal d'années. Absolument. Donc malheureusement, on arrive au terme de cette table ronde. Il y a tellement d'applications fascinantes dont on pourrait discuter longtemps, mais comme disait Ruben, il y a le reste du salon. Là, je pense qu'après cette table ronde, on va discuter de plein d'autres applications. Moi, je suis ravi d'avoir eu cette table ronde. Je vous remercie beaucoup. Et je suis surtout ravi parce qu'on n'a pas discuté serveur, data center. On a surtout discuté usage, parce que c'est ça qui va faire aussi la différence dans le futur. Et comment, nous, au VH Cloud, on peut aider les utilisateurs à ça. Donc, je voulais tous vous remercier pour cette table ronde. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait cette thématique. Merci. Merci. Bon après-midi.